Dans la rade de Toulon, le colosse d'acier nous attend. Nous avons eu une autorisation exceptionnelle. Nous allons passer 3 jours en immersion dans ce sous-marin nucléaire d'attaque, le Tourville. Vous connaissez la corde ? Pour y grimper, une simple échelle en caoutchouc posée sur son flanc. Nous devons contourner le massif, cette immense structure verticale. Le haut du sous-marin. Accrochez-vous bien, attention à pas glisser. Avant de plonger. On n'est pas prêt à fermer la boîte. Surtout, il faudra vous baisser parce que c'est assez très lourd. J'ai l'impression d'être enfermé d'un coup. On s'enferme. Dernier petit moment de jour. Voilà. Là, c'est une boîte de conserve. C'est une boîte de conserve. C'est bon pour toi, Guillaume ? 10 ans que Michael est ce que l'on appelle le patron du pont. Ses gestes, il ne s'en lasse pas. C'est toujours un plaisir de plonger. On va retourner dans notre monde un petit peu à nous, là, dans les profondeurs. Là, ça y est, c'est le dernier moment avec l'extérieur. Une fois fermé, tout cet endroit-là jusqu'au panneau en dessous sera plein en eau. À notre tour de descendre. Pour accéder au sous-marin, on doit prendre donc ces échelles très étroites. Michael verrouille le sas. L'eau monte rapidement. Bâtiment en tenue de plongée, pareil à plonger. Les vagues recouvrent le bateau noir. La manœuvre est délicate. Immersion à 8 mètres. 30 secondes. Le sous-marin disparaît sous les flots. Perché sur son siège, le commandant Pierre Gauthier, 36 ans, père de famille, 14 ans de métier. Épaulé par son second. À 5000, avant bâbord, en inclinaison gauche claire. Lorsque nous les rejoignons, ces sous-mariniers sont déjà depuis 3 mois sous l'eau. Ils sont 77 à bord. L'équipage est entièrement masculin, réparti dans 100 mètres carrés à peine. Avant tout, nous devons nous aussi mettre des tenues de bord. En fait, c'est une combinaison qui est inifugée, c'est-à-dire qu'elle est conçue pour résister au feu. Et c'est crucial dans un environnement tel que celui d'un sous-marin. À peine immergés, Azimut sonar, 3-5-5 direct. ils repèrent un porte-hélicoptère français. Et le but de l'exercice, c'est de l'observer sans se faire détecter. 25 secondes. La devise ici, c'est voir sans être vu. Exactement, voir sans être vu, récolter les informations qui nous intéressent et après repartir en immersion discrètement. Là, ils vous détectent absolument pas. Et non, ils ne détectent pas. On ne fait sortir de l'eau que le bout d'un périscope. L'extrémité de notre périscope posée sur les vagues ne représente vraiment pas un objet détectable. Le renseignement est l'une de leurs missions principales. Et en ce moment, les navires russes qui transportent du pétrole malgré les sanctions internationales attirent particulièrement leur attention. On en croise régulièrement. Pas mal d'armateurs de la flotte fantôme russe changent régulièrement d'identité, de pavillon. Si on a un moyen comme un sous-marin disponible avant, on va en profiter pour d'abord aller faire une reconnaissance sur le navire avant d'envoyer après des moyens de contrôle. Reçu. Pour reconnaître ces navires, il faut analyser les moindres bruits sous l'eau. C'est le rôle de celui que l'on appelle l'oreille d'or. À ce poste depuis moins d'1 an, entouré de ses veilleurs, Maxime, 30 ans. En général, c'est 3 minutes pour classifier. Principalement, c'est les hélices qui sont détectées en premier. Les veilleurs vont compter le nombre de tours d'hélices. Car chaque bateau émet un son qui lui est propre. Le bruit d'un pétrolier, par exemple, n'est pas le même que celui d'un navire de guerre. Plus discret, feutré. Différent aussi de celui d'un animal tel qu'un dauphin. Cela fait déjà quelques heures que nous sommes à bord. Honnêtement, on ne ressent pas une sensation d'oppression, mais en fait, le cerveau nous rappelle quand même qu'on est à des dizaines, voire des centaines de mètres sous l'eau. Donc on a vraiment ce sentiment d'être coupé du monde, on perd la notion de tout. À bord, l'air est beaucoup plus sec, il y a une odeur métallique qui se dégage et surtout, il y a le bruit en permanence de la ventilation.
La ventilation est cruciale dans la zone arrière, la partie la plus confidentielle du sous-marin. Derrière cette porte en particulier se trouve la chaufferie qui abrite le réacteur nucléaire. On va pouvoir exceptionnellement y entrer, mais à condition de débrancher nos micros, car tous les sons qu'on enregistrerait pourraient mettre en danger l'équipage. En fait, le réacteur nucléaire émet des vibrations, une certaine vitesse de rotation, et ça pourrait laisser des indices à nos adversaires. Pierre, le chimiste, sera notre guide. Notre masque à oxygène sur le dos en cas d'urgence. Nous nous retrouvons dans un labyrinthe. Un dédale de tuyaux, de machines répartis sur plusieurs étages. Courbé dans cet espace exigu, cet homme veille sur ces installations et s'assure de leur bon fonctionnement. Pierre, lui, s'occupe de faire des prélèvements. Il détecte les polluants qui pourraient endommager le réacteur nucléaire. Ce réacteur, nous n'avons pas le droit de le filmer, mais il se trouve dans l'une de ses pièces. Il permet au sous-marin d'avancer et de fournir l'électricité à bord. La puissance du réacteur qu'on a permet d'alimenter une ville de plusieurs dizaines de milliers de foyers. On a une puissance largement suffisante pour pouvoir naviguer pendant plusieurs mois. Et finalement, la seule chose qui va nous limiter, c'est plutôt les vivres et le personnel à bord. Les aliments sont en quantité limitée dans cette cuisine étroite. Mais cela n'empêche pas Paul de préparer chaque jour des plats cuisinés pour maintenir le moral de ces hommes dans cet environnement confiné. L'espace est partout si restreint dans le sous-marin que 6 membres d'équipage dorment au cœur même de la salle d'armes, entourés de torpilles. On prend appui ici, ensuite ici, et on force un peu, et on rentre. C'est vrai que c'est pas commun, mais il faut juste considérer qu'il n'y a pas d'explosif dans cette soute. Voilà. La serviette de bain en guise de rideau. Nous avons un peu plus de chance. Je vais vous montrer, là vous allez dormir. Vous serez dans cette vanette, comme on dit à bord du sous-marin, avec 5 codes colocataires tout le long du séjour. Et pour signifier la nuit, l'éclairage passe du blanc au rouge. Le lendemain matin, dans la salle d'armes se déroule une manœuvre particulièrement risquée. Cette torpille est sortie en silence de son tube de lancement. Elle a accumulé de l'humidité, donc là on la nettoie. Pour être entreposée et sécurisée. Les torpilles sont capables d'atteindre sous-marins et navires. Les missiles de croisière cachés sous ces protections thermiques frappent des cibles terrestres. Ça participe à dissuader nos compétiteurs stratégiques d'intervenir, sachant que personne ne sait où on peut être. Au central opération justement, le commandant et son second redoublent d'attention. Objectif à moins de 500 mètres. Pour un exercice ultra réaliste de tir de torpille contre un navire. Allez, hisse, zoom, on attend que ça sèche. Zoom. Ok, prends son nom. Le scénario, une cargaison militaire a été repérée sur ce bateau. Allez, tiens-moi l'assiette là. Maintiens l'assiette. Ils doivent la détruire. Allez, plus vite. Plus vite. Les renseignements acquis. Tout le monde s'est équipé. Cagoules, gants résistants au feu en cas de contre-attaque. Dans la tête du commandant, 2-1-0, je vécu sur travers. d'innombrables calculs pour adapter la vitesse du sous-marin, son positionnement et frapper. On se dispose pour un engagement tube 1 et 2. Tube 1 et 2 prêts à lancer. Torpille numéro 2 parti, commandant. Machine avant 5, à gauche toute. On perçoit la torpille au sonar. 250 mm, distance torpille but 1700 mètres, recherche, pas de perception. Avoir l'accord impérativement dessus. On a fait but. Rupture fine commandant, on a fait but. Mission accomplie, rompre du poste de combat. Dans ce contexte de montée des tensions internationales, les exercices de ce type à bord sont de plus en plus intenses.
car le sous-marin nucléaire d'attaque serait envoyé en première ligne en cas de conflit. C'est un outil des premiers instants d'un affrontement. Quand on part en mission, je prends un soin particulier à expliquer le contexte. On va se confronter, ou du moins se frotter à des forces militaires de compétiteurs stratégiques avec lesquels il pourrait y avoir un dérapage. L'histoire montre que ça peut commencer comme ça. À bord, tous ont conscience, plus que jamais peut-être, du risque de leur métier. Surtout Maxime, 25 ans, tout juste devenu père. Pour seule nouvelle, un télégramme tous les 10 jours. Je pense à nos retrouvailles tous les jours, j'ai hâte que nous soyons réunis. Courage pour tout, et puis à la fin, je t'aime très très fort. Son fils est né il y a 3 mois, le jour de son départ sur cette mission. Il est parti avec le cœur plus lourd, mais sa vocation reste intacte. Ça me fait pas peur dans le sens où, en fait, on s'est engagé dans l'armée. Donc au final, c'est sans être un objectif, parce que l'objectif, c'est quand même le maintien de la paix. Si un jour, évidemment, ça pète, on sera là. Retour à la surface, après 3 mois passés sous l'eau pour ces hommes. Les sensations retrouvées, la lumière, l'air frais et les au revoir, en comprenant que le destin de ces sous-mariniers s'écrit plus que jamais aujourd'hui, au rythme des crises mondiales.